Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec quelqu'un d'un peu spécial. En fait, je veux commencer à faire des vidéos qui sont un peu comme des rencontres et des discussions. Et hier soir, j'ai conduit dans la nuit à travers le Tarn-et-Garonne. Je fais 1h30 pour rencontrer Ça me touche. celui que vous connaissez peut-être. Si vous le connaissez pas, il est là avec nous aujourd'hui. Si tu dois te présenter en 3 phrases, c'est quoi les 3 phrases qui te définissent? Je suis nomade. Ouais, ça démarre bien. Voilà, je suis nomade. Ça va commencer beaucoup par je, du coup, c'est un peu... Et après on va partir à tu alors. Ok. Je laisse la voiture passer. On est sur un chemin où il y a pas mal de gens qui randonnent en fait. J'ai vu ça passer tout à l'heure, des papis avec une petite canne qui gravissait, tu sais, la petite colline et tout. Et aussi, avant qu'on commence, Ah oui. hier soir, alors on va parler beaucoup de ça dans cette vidéo, c'est hier soir on a regardé les étoiles Ah oui. et je sais pas ce que j'allais dire mais on va en parler plus tard. Ouais. Ok, ça Donc marche. je te laisse parler parce que... Ah oui, pour les 3 phrases. Alors oui, je suis nomade, j'aime le ciel et j'essaye de partager ça avec les gens. 3 phrases, c'est beaucoup. Non, c'est bon. En fait, ce que j'ai réalisé hier quand on était tous les deux, là, ça sonne très romantique. Oui. Oui, Florent. Voici la constellation. Mais j'ai réalisé que tu avais une vraie passion pour expliquer et pour enseigner et transmettre. Et je me posais la question, pour transmettre, il faut qu'on t'ait transmis avant. Mais d'où ça vient cette passion de la transmission? Parce que quand on voit ce que tu fais, ça s'appelle comment, les rendez-vous du ciel. Je suis en train de m'installer. Donc j'ai posé le tube avec le trépied. Bonsoir. Bonsoir. Télescope. Eh bien là, ce télescope, c'est un télescope qui est fait plutôt pour regarder les planètes. C'est assez magnifique la façon dont c'est interactif et c'est très ludique, mais on en apprend beaucoup plus que si on apprenait tout ça à l'école. Ah ben je sais pas, c'est peut-être une passion qui me remplit tellement que ça finit par déborder et du coup j'éclabousse ma passion sur les autres en fait, c'est un peu ça. L'idée c'est que vraiment c'est quelque chose qui me transporte et je peux parler des heures et des heures. Alors pour certains ça peut être vraiment un peu barbant, mais c'est vraiment quelque chose qui a une nécessité de sortir, c'est inné, c'est en moi, faut que ça sorte, faut que les gens partagent ça. Enfin, en fait je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Tu vois, ce sont des sujets qui sont pour moi importants. Comprendre d'où on vient, le ciel, la lumière, c'est vraiment des sujets qui me fascinent et je comprends pas que ça puisse pas fasciner tout le monde. C'est assez égoïste en fait comme truc. Alors j'essaie de transmettre mon goût pour ça et d'essayer de, je sais pas, prendre un autre angle, un truc un petit peu différent de ce qu'on peut nous montrer à l'école et avoir une autre perspective sur la chose et se dire waouh, en fait ce qui est là-haut, ça me concerne aussi quoi. Ça me concerne aussi. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que justement, moi, pendant longtemps, je pensais que les gens qui sont passionnés par les étoiles, et quand moi, je pense personnellement à moi, égoïstement, est-ce que ça me passionne, les étoiles? Mais je me dis, mais c'est les gens qui aiment ça, c'est parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde qui veulent rien en savoir, ils préfèrent être dans les nuages et regarder les étoiles. Et c'est jusqu'à il y a pas longtemps que finalement, j'ai un peu pris conscience, c'est en partie grâce à toi, en voyant la passion que tu as pour l'univers et tout ça. C'est que souvent, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est parce que justement, en regardant le ciel, t'en apprends beaucoup plus sur l'humanité et sur... Tu mets de la perspective sur... tout est relatif et tout. Et c'était assez fascinant. C'est notre histoire. Ouais. L'histoire du ciel, c'est notre histoire. Si tu remontes ton arbre généalogique suffisamment loin, tu vas trouver une étoile. C'est pas des blagues. Oui. C'est une bonne, une bonne ligne, ça. Voilà, c'est vraiment notre origine, quoi. Donc... je vois pas ça trop comme une fuite, mais c'est vrai que ça a été longtemps ça. La caricature un peu la même chose chez les philosophes, tu sais, où on voit le mec qui regarde en l'air et qui tombe dans un puits, tout le peuple se moque de lui. Tu es là dans les hautes sphères alors que tu ne sais même pas éviter des choses de la vie quotidienne et tout. Mais je crois que c'est plus que ça en fait. C'est parce que vraiment, quand je te dis que l'histoire du ciel est notre histoire, c'est vraiment se retourner. Alors oui, ok, tu ne vis peut-être pas le moment présent directement parce que tout ce que tu regardes dans le ciel date. C'est un peu une machine à remonter le temps, le ciel, donc c'est vrai qu'on pourrait reprocher ça à l'astronomie, c'est pas très actuel. Mais si on en est là où on en est aujourd'hui, si tu es constitué de ça, de tes orteils à la pointe de tes cheveux, là, tout a été conçu dans une étoile. Voilà. De deuxième génération. Il y a une première génération d'étoiles, elle s'est éteinte, deuxième génération, troisième génération, et pouf, te voilà. Et c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire,
de savoir que c'est nos mamans, entre guillemets, qui sont là-haut, quoi. Ouais. Et ouais, moi, je lis ça complètement à... Pour moi, c'est vraiment lié, c'est même plus que ça, c'est la même chose pour moi, c'est vraiment la même chose, c'est intriqué. Donc je ne fais pas de distinction entre le ciel, ce qui se passe là-haut, qui n'est pas censé me concerner, et le sol, la vie quotidienne, etc. Non, pour moi, c'est vraiment intriqué. La barrière, elle n'est pas si opaque qu'on voudrait croire. Alors justement, en parlant de ça, ça me fait penser à... On en parlait un peu hier soir, justement, en regardant les étoiles. C'est le à quoi bon. Parce que quand tu es dans l'univers comme ça, dans les étoiles, tu vas te poser des questions qui reviennent sur notre... C'est un peu des questions existentielles, en fait. Et ça en vient sur le à quoi bon. Et je me souviens que tu as fait une vidéo qui est super belle, dont le sujet principal est ce fameux à quoi bon. Et je tombais peu à peu dans une espèce de spirale négative. Je broyais du noir à longueur de temps. Bref, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je savais pas ce que c'était. Selon mes critères, j'avais absolument tout pour être heureux. Ce sentiment étrange qui te vide complètement et qui résume toute ta vie en une seule phrase. À quoi bon ? Et donc je me demandais où tu en es par rapport à ce à quoi bon aujourd'hui dans ta vie. Et comment tu en as fait face, où tu as fait face, où tu y fais face tous les jours. Ah ben ça c'est... Mais ça encore une fois, c'est en regardant le ciel ou des choses comme ça qu'on peut se poser ce genre de questions. Peut-être en regardant des grandes choses qu'on se pose des grandes questions, je sais pas. Mais ouais, on en vient, si on remet un petit peu en question tout ce qui se trouve autour de nous, et ça va nous amener à des questions sur nous-mêmes en fait, et ce à quoi bon, ouais, il va ressurgir à un moment ou un autre dans la vie de n'importe qui, je pense. Et il faut le dépasser, je pense. J'ai lu un livre après cette vidéo qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Enfin, c'est une partie d'un livre de Albert Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'était un homme qui avait été puni par les divinités antiques et a soulevé une pierre et à la porter en haut d'une montagne, la voir dégringoler et revoir recommencer éternellement. Et là, le à quoi bon, il est vif, là, tu vois. Là, il est très très vif. Hein. Et ce mythe, il illustre vraiment ça. Et Albert Camus disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors ça peut paraître complètement contradictoire, on se dit mais... Non, parce qu'en fait, dans l'accomplissement de sa vie, dans ce qui donne du sens à sa vie, monter cette pierre, alors du coup ça paraît dérisoire, mais qu'est-ce qui paraît pas dérisoire à nos échelles, quand tu compares aux échelles des étoiles? Désolé si j'y reviens, mais c'est vraiment... on est un peu de mouche dans l'univers, tu vois. Un truc pour éviter les à quoi bon, s'imposer des objectifs. Enfin, pas dans le sens... Voilà, pas dans le sens entreprise, où se dire « Ah, il faut que je fasse tant de... » Non. Mais vraiment donner quelque chose qui a du sens à la direction où tu vas, quoi. Ne pas fuir, en fait. Voilà, il y a une différence entre fuir de quelque part et aller quelque part. C'est vraiment deux choses bien distinctes, hein, qu'il faut... Voilà, il faut partir, devenir nomade et partir sur la route en van ou juste par fuite, pour fuir quelque chose, ça va t'amener nulle part. Tu vas fuir. Ok, tu vas t'écarter de l'endroit et après tu vas où? Et là, les à quoi bon vont s'accumuler. Donc, il faut vraiment aller quelque part, avoir une direction, se donner un cap et à partir de là, et voilà. Le plus dur, c'est de choisir le bon cap. Et puis, faut pas que quelqu'un qui soit, par exemple, boulanger, qui se lève tôt le matin, ait l'impression de faire un truc plus utile ou moins utile que quelqu'un qui soit président d'un pays quelconque ou quoi, à une échelle cosmique. On est complètement égaux. Voilà, tous, en fait, on est à égalité du à quoi bon. Et c'est à nous de donner un sens à ce qu'on veut faire et à se poser les bonnes questions pour essayer d'atteindre ça. Alors même si à une échelle, de toute façon, suffisamment grande, c'est insignifiant, pour nous, sur le moment où on le vit, ça a du sens. Le petit geste que je fais, je sais pas, quelqu'un qui a une fibre écologique et qui ramasse un sac plastique, déchets, va se dire, ok, au moment où je ramasse ce sac plastique, il y a peut-être des tonnes et des tonnes de déchets qui sont relâchés dans la nature, etc. Et il pourrait avoir ce à quoi bon, mais non, il l'a pas, parce qu'en fait, il se dit, ok, moi, à mon échelle, j'ai fait ça. Et ça donne une dimension, je trouve, énorme au moindre petit geste qu'on peut faire, parce que c'est le sens qu'on donne à la chose et pas la chose elle-même qui a de la valeur.
Et on en revient au local aussi, en fait. À ton échelle, de faire ce que tu peux faire Voilà. dans ton entourage proche. Ouais, j'ai fait pendant un bon moment du secourisme et on me disait, on me l'a dit longtemps après d'ailleurs, que quand je faisais une aide cardiaque à une personne et qu'elle revenait, etc. et tout, eh bien, il y avait de très très fortes chances, plus de 80%, que quelques mois plus tard, elle refasse ça et qu'elle y passe. Et alors du coup, on peut se poser du truc, mais à quoi bon ? Mais est-ce que tu te vois sérieusement, sur une urgence vitale, laisser la personne mourir ? Non, tu vas faire ce qui a du sens sur le moment présent, et ce qui a du sens pour toi, c'est d'aider la personne, et voilà. Je donne des exemples comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Nous qui vivons en van, parfois, on peut donner l'impression d'un certain égoïsme parce qu'on fait des choses pour nous. Mais ça en revient à que parfois, en faisant des choses pour toi, comme tu dis, tu fais quelque chose pour les autres. Donc je trouve ça assez intéressant ce que tu dis, parce que ça met vraiment ça en perspective. Ouais, parce que c'est vrai sur chaque chose que tu peux faire, tu peux te dire, mais est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je fais pour les autres ? C'est une fausse question en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est les deux. C'est les deux à chaque fois. Et ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. Quand tu donnes à quelqu'un ou quoi, ça te fait parfois même plus plaisir que la personne en elle-même, tu vois. Donc, faut pas être aussi, je veux dire, manichéen, tu vois, dire ah ben ça c'est égoïste, ça c'est pas égoïste. Non, peu importe. Qu'est-ce qui compte ? Le moment où cette personne a fait telle chose pour telle personne. Et bref, ça a amené un lien, ça a amené quelque chose. Et l'origine de ça, savoir qui est égoïste, qui n'est pas égoïste et tout dans la démarche, ça a peu d'intérêt en fait. Ouais. Ça a peu d'intérêt. Le mot routine, est-ce que il est positif ou négatif dans tes oreilles ? Quand j'entends routine, j'entends route. Wow, j'aime bien. J'entends route in, donc voilà, ouais, sur la route. Alors je pense, au début, je voulais fuir ce que j'appelais la routine. Mais j'avais pas compris ce qu'était la routine en fait. Et c'est vrai que ça a un côté un peu péjoratif en français, routine. Du coup, je sais pas si on a de la chance en français d'avoir plein de mots pour dire plein de choses, et je le remplacerai par rituel. Rituel. Même si c'est une dimension sacrée, là, c'est pas du tout du sacré dont je parle, mais des rituels. Je trouve ça super important d'avoir des rituels. Ça nous donne des repères, nous qui bougeons tout le temps, on change tout le temps d'environnement, on rencontre des personnes différentes, les milieux changent, tout ça. Il faut moi psychologiquement en tout cas, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de choses à un moment donné qui reviennent pour me dire ok, je suis sur la bonne voie, ce que je fais ça a du sens, je vois le fil conducteur de tout ça. Et des fois, ça passe à travers des petites choses de la vie quotidienne, tu vois. Se faire son petit déjeuner, un tel petit déjeuner, tel truc. Ça peut être, moi, ce qui revient, c'est l'usage du télescope pour aller de ville en ville, etc. Et le montage du télescope, je procède toujours de la même façon. Il y a des choses qui doivent être ritualisées et je pense que c'est une nécessité, vraiment. Donc, vouloir fuir absolument tout aspect de la routine... Je pense que c'est usant. C'est usant. J'ai fait ça pendant 2-3 semaines où vraiment, je mangeais à des heures vraiment live. Je me levais, je me couchais à des heures complètement différentes. J'allais à des endroits différents, je rencontrais des gens. Au bout d'une semaine, mais t'as l'impression d'avoir couru un marathon. Parce que tu t'es pas respecté, en fait. Tu t'es pas respecté, voilà. Tu te stimules, tu te surstimules, quoi. Au bout d'un moment, il faut poser, etc. Parce que tu peux rien... Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à construire des choses. Dans la déstructure, ils trouvent une routine. Voilà. Parce que c'est ça, moi je trouve ça fascinant que moi aussi, quand j'ai commencé la vie en van, c'était sortir de la petite routine justement, par rapport au boulot, métro, boulot, dodo, et tout, ou juste avoir de l'argent ou un travail, c'est tout ce que l'éducation t'apprend et tout ça. Et c'est fascinant, je trouve que moi maintenant, ce qui est important pour moi, parce que tu dis rituel, j'avais jamais pensé à ce mot, moi pour moi c'est discipline. Tu sais, c'est en fait, on a besoin d'être structuré, mais d'être les maîtres de notre propre structure, tu vois. Et j'ai réalisé ça avec la vie en van, c'est à quel point sans ça, en fait, on est perdu et c'est la route vers une dépression inutile. Parce que justement, on a besoin des routines, comme les animaux ont besoin des routines, comme les saisons nous donnent des routines. Quand tu fais pousser de la nourriture, les saisons te donnent des routines et des rituels. Donc c'est un sujet que je trouve fascinant, en fait, parce que les gens,
à la base, tu veux sortir de la structure et tu critiques la structure et tout ce que ça t'a bridé, mais en fait, tu réalises que finalement... Il faut un cadre, à un moment donné. Il faut un cadre. Sans toile, il n'y a pas de peinture, tu vois. À un moment donné, il faut se donner une limite de jeu. Ouais. Tu vois. Un autre sujet qui revient souvent dans les questions que les gens se posent sur la vie en van et la vie nomade, c'est les peurs. Tu vois, les gens ont parfois souvent des peurs. Tu le vois dans leurs commentaires ou dans les gens qu'on rencontre, ils projettent un peu les peurs sur nous par rapport à leurs propres peurs. Mais nous aussi, on a nos propres peurs. Et moi, je voulais savoir, si c'est pas trop intime, c'est quoi certaines de tes peurs? Est-ce que tu as des peurs? Ah ouais, je suis comme tout le monde, bien sûr, j'ai des peurs. Mais j'ai moins des peurs qui me concernent sur ma vie en van. C'est pas ça qui me fait vraiment peur. Parce que je me dis, je sais pas, si là, le kangou se met à cramer et que voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, ça, vraiment, sur le moment, ça va me faire chier. C'est ça, voilà. C'est matériel. Et je vais continuer ma vie et je vais pouvoir, voilà. Alors qu'il y a des choses où, par exemple, s'il y a des choses qui arrivent à mes proches, là, oui, non, là, ça me fait vraiment peur. Parce que je me dis, ma vie, est-ce que je vais pouvoir la continuer pareil? Comment tu fais face à ces peurs-là? Comment J'appelle. Problème, solution. J'appelle mon papa et ma maman tous les jours. Voilà, tous les jours? Tous les jours. Ah ouais, pour ceux qui pensent que, bon indépendant et tout. Et c'est moi qui les appelle. Et voilà, et si je me sens... Et je fais pas ça par obligation parce qu'ils me demandent des nouvelles. Hein. Je fais vraiment parce que j'aime bien. Et ce qui peut paraître fou, c'est que je suis plus proche de mes parents depuis que je suis parti. Alors ça, c'est un phénomène, il faudrait peut-être en parler un de ces cas. La distance rapproche. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Ouais. Complètement. Moi, quand j'ai eu 17 ans, je suis parti très loin de la maison. Et avec ma mère, on est devenus super proches parce que, justement, il y avait la distance. Et je me dis toujours que si un concours de circonstances ne m'avait pas amené à bouger, j'aurais pas cette relation avec certaines personnes. Et souvent, les gens qui sont tous les jours trop à côté, ils réalisent pas ça. En fait, c'est vraiment exactement comme vivre simplement. C'est un luxe de parfois avoir de la distance. Et même en couple, surtout en couple, mais avec les amis, c'est quelque chose qui est fascinant, hein, parce que tu veux en tant qu'humain être toujours proche, et parce que tu veux protéger, tu veux être protégé et tout, mais pour ton bien à toi et le bien des autres, il faut la distance. C'est impératif. C'est incroyable. Parce que quand on est trop proche, je sais pas, mais dans le bruit des mots, on s'entend pas, en fait. Dans le bruit des mots, on s'entend pas. Dès qu'on met un peu de distance, on prête vraiment attention à ce que dit l'autre parce que l'autre est quelque chose de précieux. Et c'est ce côté de rendre la chose précieuse qui fait que du coup, la relation est plus, je vais pas dire plus saine, mais en tout cas profonde. Plus profonde et moins superficielle et moins dans le... L'anodin, c'est ça. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Tu vas parler de trucs, mais complètement par rapport. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie en van, n'importe quoi, que ce soit un truc de petit confort ou un truc ridicule. Pour me faciliter la vie, pour vivre mieux mon truc, un vélo. Tu rencontres beaucoup moins facilement les gens en van, parce que tu es déjà dans ton micro... c'est une voiture, comme toute autre voiture, là, celle qui passe. Voilà, là, le rapport, il s'est pas trop fait. Alors que si on avait été à pied, on avait été en train de discuter, il y aurait eu au moins un regard, la personne, on aurait vu, on aurait dit bonjour, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, je l'ai remarqué, surtout à travers les randonnées. Moins ton transport est important et te recouvre, plus facilement, tu rentres plus facilement en contact après avec les gens, avec l'environnement. Les éléments, c'est ça. T'es plus proche, t'es plus vulnérable aussi. Visite une ville en voiture, visite-la en vélo, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ouais, donc si possible, je prendrai un petit vélo, pas un vélo, un vélo. Un petit vélo, un petit vélo pliable. Et ça je mettrai voilà. Dès que j'ai des sous, je pense que je vais en prendre un. Ça changerait mon rapport à la rencontre. Ça te rend encore plus libre, en fait. C'est ça que... Moi, quand j'ai commencé la première année, j'étais vraiment rien. Juste quelques affaires, puis le van. Et j'ai toujours fait du vélo aussi, puis tu réalises que le combo vélo et van, mais c'est juste la vie. C'est l'idéal. C'est parce que tu poses ton van, et après à vélo, tu peux aller jusqu'à 20 km à vélo facilement quelque part.
Et ça, c'est... Déjà, tu consommes pas d'essence. Voilà. Ouais. T'as moins de barrières, Ouais. t'as tout qui... Ouais, tu peux intégrer beaucoup plus facilement l'environnement dans lequel tu es. Ouais. T'avais une chaîne qui s'appelait Tendre Bâtard avant, Ouais. et qui s'appelle Joatsu maintenant. Ouais. Et t'as lancé une autre chaîne qui s'appelle Les Rendez-vous du Ciel. Les Rendez-vous du Ciel. Et c'est une chaîne qui est fabuleuse parce que c'est que ta passion, c'est tout ce que tu sais et tout ce que tu communiques ça super bien. Et en fait, je voulais juste dire aux gens d'aller voir cette chaîne-là et d'aller voir toutes ces chaînes parce que Passez. il y a une atmosphère qui est vraiment cool. Je sais pas si tu as travaillé ça, le côté, c'est très paisible, on est juste tranquille avec toi et on apprend quelque chose. Et je trouve que le mélange entre la façon ludique dont tu le transmets et le côté très calme ou reposé, ça le fait intégrer. Mais moi, je me souviens de tout ce que tu as dit, tu vois. Je sais pas si tu as travaillé ça ou c'est juste quelque chose qui est spontané, parce que ça marche en tout cas. En fait, j'ai essayé plusieurs fois d'écrire un texte et de le réciter et ça marchait pas. Et j'ai essayé 4 fois de faire la vidéo avant de la faire définitivement, quoi. J'en pouvais plus. J'étais exténué. J'ai dit tant pis, je vais faire ça nature comme je fais dans la rue avec les gens et puis ça va se passer comme ça va se passer. Et du coup, j'ai eu plein d'idées qu'on fleurit et je me dis que je vais faire des délires où on va construire des petites guirlandes avec les constellations, faire des trucs un peu do it yourself, tu sais, ce genre de trucs et tout. Parce que je suis sûr qu'aussi c'est comme ça qu'on m'a appris l'astronomie, c'est en fabriquant des trucs, en fabriquant des maquettes, fabriquant des trucs, qu'on l'intègre vraiment bien, qu'on arrive bien à se représenter les choses. Et je pense que quelque chose que tu entends, tu le retiens vraiment très vaguement. Quelque chose que tu vois, tu le retiens un peu mieux. Quelque chose que tu fais, qui est dans tes mains, qui est passé dans tes mains, je pense que là, c'est vraiment... Tu te l'as approprié. C'est ça, toi, t'as pas appris l'astronomie à l'école. C'était vraiment concret, la façon dont t'as appris ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu arrives à le retranscrire. J'essaie de le retranscrire de la même façon. Ce serait pas une vidéo sur la vie en van si on n'allait pas visiter le Kangoo à Johan. Donc moi je dis que maintenant c'est le moment Kangoo. C'est le moment Kangoo. Allez, Kangoo time. Allons-y. Alors comme vous voyez, c'est un Kangoo super beau, super jaune. T'as tout fait vraiment... Tu t'as fait ça avec ton papa? Ouais, avec mon papa. Et ça vous a pris combien de temps? À peu près 1 mois. Un mois. Mais on y a été tranquillement. C'est-à-dire qu'on posait une planche, on se posait des questions. On posait une autre planche, on posait des questions. Voilà. Et vous avez fait des plans parce que moi ce que j'aime vraiment c'est que c'est tout optimisé mais de malade quoi. Genre vas-y montre-nous un peu le... Ah oui, il y a le principe de... il y a la table qui est là. Voilà. Donc ça c'est la table, c'est pour manger. Moi je sais pas pourquoi ça me fascine d'avoir pensé à le petit trou. Ça c'est un des trucs qui a pris le plus de temps parce que j'en doute pas. Est-ce qu'on met des charnières, est-ce qu'on met des chaînes? Mais non, mais les chaînes ça fait du bruit. Mais est-ce qu'on met des trucs et tout? Et on voulait vraiment un truc vraiment résistant. Et du coup c'était le critère premier. Après j'ai quasiment tout aménagé par rapport aux objets que je voulais mettre dedans. Ok, ça c'est bon. J'ai bonne fait ça technique. que comme ça. Par exemple là-dessous là. Je fais un plan pour me cambrioler. Ouais. Là-dessous, il y a le télescope. Voilà. Donc, si tu veux vraiment ruiner ma vie, tu viens ici et tu le prends. En fait, j'ai tout compartimenté et tout fait par rapport aux objets que j'allais mettre dedans. Tu vois, le télescope, il rentre exactement dedans. C'est-à-dire qu'à 1 cm près, ça ne rentre pas. Je sais pas si on voit grand-chose, mais... Tant mieux. Non, mais voilà. On ne le voit pas. Voilà. Voilà. Là, il y a le... il y a toutes mes affaires, etc. Donc tu vois, j'ai fait des trous. Ça, c'est venu après. Il faut savoir un truc. Faut pas paniquer quand tu construis ton van parce qu'en fait, tu vas le modifier au cours de ton utilisation. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas tout d'entrée. Hein. Te dis pas, ah non, il n'est pas encore parfait. je vais encore attendre 2-3 ans avant de partir. C'est ça, il y a des gens qui, en fait, et moi j'ai réalisé ça en faisant le van, c'est qu'il y a des gens qui vont passer du temps à convertir, mais après, vu qu'ils ont tellement passé de temps, finalement ça les intéresse plus. Et donc ils vendent leur van qu'ils ont tout préparé. Ouais, ce qui est formidable du coup pour les acheteurs derrière. Mais bon, oui, non, il faut pas hésiter à partir des fois avec... moi c'est ce que je dis aux gens qui veulent partir en van, je dis mettez un matelas à l'arrière de votre véhicule, partez un week-end et regardez ce qu'il vous faut concrètement quoi. Vous allez à un moment donné, vous allez avoir soif, vous allez dire où est-ce que j'aimerais retrouver de l'eau? Moi j'aimerais bien l'avoir là. Je fais un truc d'eau ici, voilà. Et donc là c'est parti. Puis là la petite cuisine, je pense que parmi les gens qui ont des Kangoo, il y a beaucoup de gens qui ont tous chacun leur système, mais c'est assez le plus optimisé qu'on peut avoir parce que c'est à la fois super pratique, c'est super pratique et à la fois super simple.
C'est souvent lié. C'est souvent lié. En fait, on se complique la vie et souvent, c'est les choses vraiment évidentes, simples, deux coups et c'est parti. Voilà, j'ai pas de tuyau avec une pompe, des eaux sales, des trucs. Non, l'eau elle est sale, ben je prends et je jette dehors et puis voilà. Ouais, c'est éliminer les étapes de. Ouais. Voilà, j'ai un robinet, ben j'ai un robinet. Bon, après il y a des désavantages. Par exemple, j'ai pas l'eau chaude. Mais c'est un désavantage qui peut être très vite comblé. Tu vois, je me fais un thermos d'eau chaude, je le mets de côté et j'ai toujours de l'eau chaude si besoin, quoi. Donc voilà. Puis donc t'as juste mis des rideaux occultants ici. Voilà. Et donc ça laisse pas passer la lumière ou tu mets un petit truc. Elles sont teintées déjà. J'ai vu ton astuce des aimants. Ouais. Oh, je vais prendre. Ouais, les aimants c'est la vie, ouais. Ouais, j'y pensais jamais, mais oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours de la lumière qui passe sur les côtés. Ouais. Et j'ai vu ce que tu disais là sur le fait que les rideaux, il y avait des espaces ici. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Du coup, je vais peut-être changer pour du scratch ou quelque chose. Après, tout dépend de ta lumière aussi et de combien il fait noir dehors et de tout ça. En général, plus il fait noir dehors, moins il y aura de gens, donc c'est pas grave s'il y a un peu de lumière qui sort. En général, je suis dans des endroits où tu vois, je suis un peu dans des endroits comme ça, il y a pas trop de personnes qui passent. Puis t'es là-dedans, là, je veux dire. Quand c'est fermé, ça a pas l'air de ça. Non, ça va. Et puis les vitres sont teintées quand même, pas mal. Donc ouais, non, ça va. Je visais vraiment la discrétion. Il y a la planche dessous, ça se transforme en lit. Lit. C'est peut-être l'astuce, voilà. Ouais. Ça vient basculer là et après, hop, abracadabra, c'est un lit. Ouais. Et t'as pas de... C'est ça, toi, t'es très minimaliste en électricité parce que finalement, t'as juste des batteries qui se rechargent. Mais t'as pas de grosse batterie auxiliaire de servitude ou quoi, toi t'es juste tout à pile, enfin à batterie rechargeable. Parce que mes besoins, grosso modo, c'est quoi en électricité? C'est ma caméra pour filmer, mes lumières. Ouais. J'ai pas de chauffage électrique, j'ai pas de clim, j'ai rien d'électrique en fait. Non, c'est... Bon. Limiter les besoins, pour... Pourquoi Pourquoi Je sais pas. Si, ça pourrait être confortable les jours où j'ai pas envie de bouger pour faire du montage vidéo sur place. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais bon, non, au-delà de ça. Et puis ça m'oblige à bouger. C'est bien, ouais. Donc c'est cool comme contrainte. J'aime cette contrainte. Cool. Bon là, c'est vraiment le bazar ici. Alors, on le voit pas. En vidéo, on voit pas les bazars. Quand c'est le bazar, non. Voilà, tu mettras un truc. Voilà. Et là, il y a une bouteille vide, mais je bois pas tous les soirs. Hein. Ah non, ça c'est la bouteille d'hier. Elle est bien passée, c'était un petit jurançon en regardant les étoiles. On l'a fini assez vite. Hein. Comme quoi parler, ça... Ce qui a pris plus de temps, c'est l'ouvrir en fait. C'est vrai, parce qu'on l'a ouvert au tournevis, non. Ouais, on l'a ouvert au tournevis, au couteau, au cutter. Oui, on a tout utilisé. Mais on a rien de filmé de tout ça. Ouais, on n'avait pas de tire-bouchon. Vous voyez la caricature des nomades alcooliques, c'est pas vrai. Ouais, parce qu'il n'y a pas de tire-bouchon. Même pas de tire-bouchon. Ok, bon ben. À la prochaine, Johan. Salut. Ciao. Ciao.